Les accidents vasculaires cérébraux sont les urgences neurologiques les plus fréquentes et souvent les plus graves. La survenue d'un ou plusieurs des signes suivants doit immédiatement vous conduire à appeler le 15. Déformation de la bouche, asymétrie du sourire, diminution de la sensibilité ou de la motricité d'une moitié du corps, du bras ou de la jambe, trouble de l'élocution et ou de la compréhension, trouble visuel. Un AVC doit être pris en charge dans les 4 heures qui suivent l'apparition des signes neurologiques. Connaître ces signes est donc primordial. Bon, je vais quand même vous expliquer ce qu'est l'AVC après l'intro. Bisous. Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle Minute Santé. Désolé, j'ai commencé cet épisode de façon un peu brutale, mais s'il y a une chose à retenir de cette vidéo, ce sont bien les signes évocateurs d'un AVC. Donc j'en ai parlé en tout premier. Maintenant, je vais vous expliquer plus en détail ce qu'est l'AVC. AVC signifie accident vasculaire cérébral. Je ne vais rien vous apprendre je pense, mais c'est un phénomène qui se produit dans le cerveau. Il existe 2 types d'AVC, l'AVC ischémique et l'AVC hémorragique. Je vais vous parler en premier de l'AVC ischémique, parce que c'est le plus répandu. 80% des AVC sont d'origine ischémique. Un AVC ischémique est une obstruction d'une artère cérébrale par un thrombus. Ce thrombus ou caillot va littéralement boucher l'artère, empêchant le sang oxygéné de se rendre aux tissus cérébraux. Et il faut savoir que les tissus cérébraux ne disposent d'aucune réserve d'oxygène. Les tissus en aval du caillot, c'est-à-dire tous les tissus qui se trouvent après le bouchon au niveau de l'artère, vont souffrir immédiatement du manque d'oxygène et vont petit à petit nécroser. Mais selon l'endroit où se trouve le thrombus, les dégâts vont pas être les mêmes. Visualisez le réseau artériel cérébral comme un arbre, avec un tronc qui se divise en branches, qui se divise elle-même en branches de plus en plus petites. Vous coupez le tronc de l'arbre, celui-ci tombe et meurt définitivement. En revanche, si vous coupez une branche de l'arbre, seules les branches qui se trouvent sur cette branche vont mourir également. Et c'est le même principe dans le cerveau. Oui, parce que dans le cerveau, il n'y a pas un tronc principal. Il y a 2 grosses artères cérébrales, les carotides, qui partent de l'aorte. Si le caillot se loge dans une grosse artère comme une des 2 carotides, presque la moitié du cerveau sera privée d'oxygène. Alors que si jamais le caillot se loge plus haut que les carotides dans des artères cérébrales plus petites, les dégâts vont être limités à une certaine zone du cerveau. Et l'endroit où va se loger le caillot, c'est un petit peu aléatoire. Mais alors ce caillot, il vient d'où? Il est apparu comme par magie? Il existe 2 phénomènes qui peuvent conduire à la formation d'un thrombus. Le premier mécanisme, j'en ai parlé dans ma vidéo sur le cholestérol. C'est ce type de transporteur qui peut par la même occasion faire du dépôt de cholestérol lorsqu'il est présent en trop grande quantité. Et ce dépôt va participer à la formation des plaques d'athérome. Cette plaque d'athérome, qui peut se former à n'importe quel endroit du corps, s'il est situé au niveau des artères cérébrales, il peut grandir petit à petit jusqu'à obstruer complètement l'artère. Le caillot peut également se former ailleurs, puis migrer pour au final se loger dans une artère qui est trop petite pour le laisser passer. On appelle cela un embole. Et un des mécanismes qui peut conduire à la formation d'un embole, c'est la fibrillation auriculaire. Je vais vous en parler très rapidement. Dans la fibrillation auriculaire, les oreillettes ne vont plus se contracter de façon régulière, entraînant une arythmie cardiaque. Le cœur ne bat plus de façon régulière. Et cette irrégularité dans les battements du cœur va faire que le sang, à certains moments, va stagner plus longtemps qu'à la normale dans les oreillettes et dans les ventricules, favorisant la formation de thrombus. Bon, je peux pas vous expliquer en détail pourquoi le fait que le cœur ne soit pas régulier va favoriser la formation des thrombus, parce que sinon ma vidéo va être encore trop longue. Et le thrombus, une fois formé dans le cœur, va migrer et devenir un embole et s'engouffrer dans l'aorte. Une fois qu'il est dans l'aorte, il a une première porte sur sa gauche qui est la coronaire. S'il l'emprunte, il va faire un infarctus du myocarde. Et la deuxième porte, c'est la carotide. Et s'il l'emprunte, c'est un AVC. Ou alors il peut aussi ignorer ces 2 portes et filer dans la circulation générale et on n'en parle plus. Pour les 2 portes, c'est le même mécanisme. Le caillot va finir par être bloqué dans une artère trop petite et empêcher le sang oxygéné de passer. C'est le même mécanisme dans l'infarctus du myocarde et dans l'AVC. Et j'ai dit qu'il y avait 2 mécanismes, mais en réalité il y en a un 3e, parce que ce caillot peut être apporté par un appareil extérieur, comme par exemple une ECMO ou une dialyse. En effet, toute circulation extracorporelle, c'est-à-dire toutes les machines qui prennent le sang du patient pour le filtrer ou autre et le réinjecter, est à risque de créer des emboles. Parce que sur ces circuits, bien que le sang soit anticoagulé, il se retrouve dans des conditions qui ne sont pas physiologiques du tout. Il y a donc des risques que des emboles se forment sur les circulations extracorporelles et rejoignent la circulation sanguine du patient. Si l'AVC ischémique est pris en charge à temps, on va réaliser ce qu'on appelle une thrombolyse, c'est-à-dire une destruction du thrombus qui bloque l'artère cérébrale. Bien évidemment, plus la thrombolyse est réalisée rapidement, plus le cerveau a de chances de récupérer derrière.
Je vais maintenant vous parler des AVC hémorragiques qui, si vous avez bien suivi, représentent 20% des AVC. Bon, là rien de fou à expliquer, vous savez tous ce qu'est une hémorragie. Mais la particularité de cette hémorragie cérébrale est qu'elle a deux impacts. La première est que les tissus cérébraux ne vont plus recevoir le sang oxygéné puisque ce dernier va se déverser en dehors des artères cérébrales. Donc au final, le même effet que dans l'AVC ischémique. Il faut savoir qu'il y a très peu d'espace disponible dans la boîte crânienne puisque cette dernière est constituée d'os. Et le sang qui va se déverser en dehors des artères cérébrales va augmenter le volume présent au sein de la boîte crânienne et donc augmenter la pression intracrânienne. Il va y avoir ce qu'on appelle de l'hypertension intracrânienne. Le sang va écraser les tissus contre les parois, augmentant encore la souffrance cérébrale. On voit qu'on rigole encore moins qu'avec l'AVC ischémique. Et à nouveau, plus l'AVC est pris en charge rapidement et plus le diagnostic sera favorable. Mais encore une fois, tout dépend de la localisation de cet AVC hémorragique. Une hémorragie d'une grosse artère cérébrale, comme par exemple la carotide, ça va pas être la même qu'une hémorragie d'une petite artère ou d'une artériole, même si dans tous les cas, on a des très fortes pressions dans des artères. Et à nouveau, cet AVC peut avoir deux origines. Il peut s'agir tout simplement d'une hypertension artérielle ancienne et non traitée qui va finir par faire éclater une artériole au sein du cerveau. Et l'AVC hémorragique peut également avoir pour origine une rupture d'un anévrisme, c'est-à-dire une malformation d'une artère cérébrale. Et comme pour l'AVC ischémique, il y a en réalité une troisième origine, qui est une anticoagulation médicamenteuse ou naturelle trop élevée. Parlons rapidement des facteurs de risque de l'AVC. Il y a bien évidemment l'hypercholestérolémie, comme je vous en ai parlé, le tabac, l'alcool, les autres maladies cardiovasculaires comme la fibrillation auriculaire, le diabète sucré, etc. Ces facteurs de risque sont les mêmes pour la plupart des maladies cardiovasculaires. Et je terminerai cette vidéo en vous parlant d'un troisième type d'AVC qui n'en est pas vraiment un. L'AIT, l'accident ischémique transitoire. Il rentre dans la catégorie des AVC parce qu'il va se manifester avec exactement les mêmes signes neurologiques. En revanche, les signes vont durer en général moins d'une heure, d'où la notion d'accident ischémique transitoire. L'embole va venir boucher temporairement une artère, puis va libérer de nouveau l'espace permettant la reperfusion cérébrale. Les AIT doivent être traités avec la même urgence que les AVC. En effet, même si un patient présente des signes neurologiques qui ne durent que 10 minutes, il est à grand risque de faire un véritable AVC dans les jours qui suivent. Un AIT ne doit jamais être traité à la légère et doit dans tous les cas être exploré. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit de ce qu'il y avait à savoir sur l'AVC. Ces derniers jours, j'ai pas mal d'étudiants infirmiers qui sont venus me demander si je pouvais faire des vidéos pour traiter de pathologies qui tombaient au partiel. Et bah, ça tombe bien parce qu'il me semble que l'AVC, ça fait partie des pathologies qui tombent au partiel de deuxième année. Donc peut-être que cette vidéo vous permettra d'étudier l'AVC de façon un petit peu plus ludique, je ne sais pas, j'attends vos retours. D'ailleurs, n'hésitez pas à m'envoyer un message, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram, si vous avez envie que je traite d'un sujet particulier ou bien d'une pathologie particulière. Allez, à la prochaine, salut!